L'âge des Lumières s'ouvre en Europe à la fin du XVIIe siècle et va entraîner des changements radicaux dans la compréhension de l'univers et l'organisation des sociétés. Jusqu'à présent, l'Église dictait aux hommes leur façon de vivre et de penser. La dissidence était parfois punie de mort. Les Lumières apportent une nouvelle conception de la liberté d'expression, ainsi que des méthodes d'exploration du monde rationnelles et innovantes. En Angleterre, Isaac Newton pose les fondements de la science moderne en démontrant que l'univers est gouverné par des lois physiques révélées par l'observation et le raisonnement. En philosophie, des penseurs comme Voltaire et Diderot placent l'homme, et non plus Dieu, au centre de l'univers. Si la révolution des idées est en marche, la majeure partie de l'Europe du XVIIIe siècle est encore assujettie par des monarchies absolues. Aiguillonnées par l'esprit des Lumières qui souffle sur l'Europe et l'Amérique, les populations sont avides de changements. Comment vont répondre ceux qui les gouvernent? Comment la société va-t-elle évoluer? Ce film retrace l'histoire de trois hommes très différents qui ont su mettre en application les idées des Lumières. En France, Condorcet, mathématicien et philosophe, a été au cœur de la Révolution française. En Amérique, Thomas Jefferson, membre du barreau et du Congrès, a été le principal auteur de la Déclaration d'indépendance, socle de la Première République des temps modernes. Et en Prusse, Frédéric le Grand a été un despote éclairé. Le palais de Sans Souci à Potsdam, près de Berlin. C'est ici que Frédéric II de Prusse a vécu durant près d'un demi-siècle. C'est un palais fastueux, dont l'architecture, les symboles solaires et la géométrie incarnent explicitement les principes des Lumières. Frédéric II fait construire ce palais selon ses goûts. Il délaisse les affaires de l'État et passe son temps à lire les ouvrages de poésie et de philosophie des penseurs des Lumières. C'est un homme d'une intelligence exceptionnelle, dans un pays qui n'est pas à la hauteur de ses prétentions. La Prusse n'est alors qu'un petit royaume morcelé. Lorsqu'il accède au trône en 1740, il se donne pour but de faire entrer son pays dans la cour des grandes puissances européennes. Son attachement aux idées des Lumières se double d'une ambition effrénée. En témoigne la grandeur de l'architecture de Sans Souci. Nous sommes dans la salle de marbre du palais de Sans Souci, la plus grande et la plus belle. La coupole fait pénétrer la lumière dans la pièce de façon homogène. La lumière a une signification très symbolique à cette époque, car elle est censée apporter aux hommes la connaissance, la raison, la vérité au sortir du Moyen-Âge. Frédéric II convie à Sans Souci les plus brillants philosophes, mathématiciens, peintres et musiciens d'Europe. Ensemble, ils discutent des dernières idées en vogue dans la salle de marbre et le roi interprète ses compositions musicales. Il est l'auteur de plus de 100 sonates et de 4 symphonies. Parmi ses hôtes se trouve Voltaire, écrivain et philosophe français et figure emblématique des Lumières. Frédéric II entretient une correspondance avec Voltaire depuis de longues années. Il a besoin de son intelligence et de son inspiration. Voltaire, que ses idées radicales condamnent souvent à l'exil, a besoin de la protection et du soutien du monarque. Ensemble,
Il rédige un manifeste à l'usage du parfait souverain éclairé, intitulé l'Anti-Machiavel. L'Anti-Machiavel a été publié lors de la première année de règne de Frédéric. Il est issu d'une longue discussion entre les deux hommes. Ils avaient échangé des idées sur le despotisme des princes et sur la façon dont un monarque devait gouverner. Mais on peut aussi lire cet essai comme un projet gouvernemental, écrit dans la perspective de son accession au pouvoir. Frédéric II y vante l'édification d'une monarchie qui serait soucieuse du bien-être de ses sujets. C'est l'objectif qu'il se fixe, mais à ses conditions. Pour les Lumières, ce modèle de gouvernement existe déjà en Chine, à la civilisation raffinée et bien plus ancienne. Un pays qui fascine autant Voltaire que le souverain prussien. Ils en approfondissent la connaissance grâce aux récits des missionnaires et des marchands européens et grâce aux chinoiseries qui déferlent sur l'Europe à cette époque. Voulant témoigner de sa passion pour la Chine, Frédéric II fait construire ce pavillon dans l'enceinte de Sans Souci en 1750. Tout ce qui fait de la société chinoise une société idéale, équilibrée et pacifique, est exprimé dans ce bâtiment. Une vie au grand air, en harmonie, où tout le monde boit du thé et joue de la musique. Une vie où personne n'a de problème. Frédéric II est convaincu que la Chine est gouvernée par des empereurs imprégnés des idées de Confucius, lequel souligna l'importance de la raison, de la sagesse, de la bienveillance et du mérite, des idées dont le roi souhaite se faire le chantre. Au sommet du pavillon est assis un mystérieux personnage. Il représente peut-être Confucius, le grand philosophe, le père de la pensée chinoise, un modèle pour Frédéric qui se décrit comme un roi philosophe. L'intérêt de ce pavillon réside moins dans son utilité quasi inexistante que dans la symbolique qu'il véhicule. Toute l'Europe l'a vu et en a parlé. On en a même fait des gravures. Le pavillon contribue à asseoir la réputation de Frédéric II à l'étranger, mais la réalité est loin d'être impériale. La Prusse n'est qu'un des 300 petits États allemands. S'il veut en faire une puissance internationale, le monarque doit étendre son territoire en déclarant la guerre à ses voisins et déployer toute la démesure de son ambition. Il a besoin d'une grande armée pour atteindre son but. Il rend donc obligatoire l'enregistrement des garçons à la naissance en vue de la conscription, ainsi que l'enrôlement de tous les hommes valides. Le ratio de soldats dans la population est en permanence de 1/20. Villes et villages de Prusse fourmillent de soldats. Le roi avait besoin de cantonnements pour loger ses soldats. Il a ordonné à la population de mettre à leur disposition des chambres pour les héberger dans toutes les villes du royaume et en toutes circonstances. Si bien que les soldats étaient omniprésents. Mais les campements se vident presque aussi vite qu'ils sont établis. Frédéric II est un chef impitoyable qui n'hésite pas à sacrifier ses hommes. Il utilisait ses soldats comme des munitions humaines, comme de la chair à canon. Il les jetait dans la bataille là où il en avait besoin. Cela a occasionné des pertes phénoménales. À la fin d'une journée de combat, il n'était pas rare que plus de 30 000 soldats aient été tués. Le besoin en hommes augmente, mais Frédéric II comprend qu'à force de puiser dans la population de Prusse, il va dépeupler les villes et les villages et affaiblir l'économie nationale. Alors qu'en recrutant à l'extérieur des frontières, il affaiblirait ses ennemis. Il envoie ses officiers enrôler de nouveaux soldats à coups de promesses alléchantes.
On n'a pas besoin de lire les petits caractères. On comprend qu'il promet aux engagés volontaires l'honneur de servir leur patrie, une bonne solde, sans oublier les joies de la vie militaire. Frédéric II, qui a l'habitude d'inspecter ses troupes avant le petit déjeuner, dresse le profil du soldat idéal. Il estimait important, voire indispensable, de recruter des soldats d'une certaine taille et d'une certaine corpulence pour qu'ils soient capables de charger correctement les fusils. Et il fallait qu'ils aient toutes leurs dents, ou au moins quelques-unes, car ils devaient s'en servir pour ouvrir les cartouches en papier contenant la poudre. L'armée de Frédéric II devient la plus grande d'Europe. On a dit de la Prusse à ce moment-là que ce n'était plus un État qui avait des soldats, mais des soldats qui avaient un pays. Son projet d'expansion de l'Empire prend forme. Mais pour loger et nourrir cette vaste armée, il faut plus de terre. Il renvoie ses soldats se battre, cette fois-ci à l'intérieur des frontières et contre la nature. Il projette de convertir les marais de la vallée de l'Oder, en grande partie inhabités, en terres cultivables. Dans l'esprit des Lumières, la science et la technologie servent non seulement à comprendre la nature, mais aussi à la dompter et à l'améliorer. Il a eu recours aux connaissances modernes et fait appel à des spécialistes qui enseignaient à l'Académie des sciences de Berlin pour trouver le meilleur moyen d'assainir la région. Le projet retenu consistait à dévier les eaux de l'Oder en creusant un canal, ce qui permettait au final de gagner 25 km sur le fleuve. C'est un chantier dangereux, car la malaria sévit dans la région. Mais que ce soit en temps de paix ou de guerre, les soldats de Frédéric II n'ont pas le choix. « 30 ans plus tard, les marais sont asséchés. La raison éclairée a triomphé. On construit des villages et des routes. Les villages de pêcheurs traditionnels sont remplacés par de jolies rangées de maisons, des champs fertiles et du bétail. L'utopie selon Frédéric II. Frédéric peut se vanter d'avoir effectivement vaincu cet ennemi. La nature était conquise, domptée et cultivée. 1200 nouveaux villages se peuplent de 300 000 colons originaires de Prusse et des contrées voisines. Beaucoup de ces nouveaux habitants sont des réfugiés religieux, catholiques, juifs et autres minorités persécutées dans les États voisins, mais accueillis ici à bras ouverts. Frédéric II fait preuve d'une qualité extraordinaire pour un souverain de cette époque. La tolérance religieuse, un élément primordial de la philosophie des Lumières. Il disait « Chacun doit pouvoir trouver le salut comme il le désire ». Frédéric voulait accroître plus encore la diversité religieuse. La première année de son règne, il a proclamé que toutes les religions avaient leur place en Prusse et que chacun serait libre de vivre selon sa foi. Frédéric II ne se contente pas de belles paroles. La Prusse est un État protestant, mais il fait bâtir une magnifique cathédrale catholique au cœur de sa capitale. Il a octroyé aux catholiques de Prusse le droit de construire une église au cœur de Berlin, aussi grande et aussi belle qu'il le désirait. Cette cathédrale prouve non seulement que les catholiques sont les bienvenus en Prusse, mais aussi que toutes les religions y ont leur place. L'édification de la cathédrale Sainte-Edwige est une initiative sans précédent en Europe. Frédéric II a réalisé la plupart de ses ambitions. Il a doublé la superficie de la Prusse et en a fait une grande puissance européenne.
Il a bien mérité son surnom de grand, et pour s'en montrer digne, il fait construire 20 ans après Sans Souci un nouveau palais d'un style très différent. Dans le grand théâtre privé du château, Frédéric II et ses courtisans assistent à la représentation des pièces les plus récentes, notamment celle de son ami Voltaire. Si on regarde la liste des œuvres jouées, on constate qu'on a présenté ici de nombreuses pièces de Voltaire, qui sont des satires sociales. Mais lorsque la Prusse est à son tour malmenée par la plume de Voltaire, Frédéric II y met le holà. Pour lui, la liberté d'expression est encore tabou. Critiquer l'Église, d'accord. Critiquer l'évolution de la société aussi, un peu, mais pas au point de déstabiliser le roi. Sinon, tout ce qu'il avait accompli pour sa grandeur aurait été vain. Raisonnez tant que vous voudrez et sur tout ce que vous voudrez, mais obéissez, dit Frédéric II à son peuple. Les bravades répétées de Voltaire l'obligent à quitter définitivement Sans Souci. Le roi ne veut pas courir le risque de voir sa réputation taillée en pièces. Il fait circuler un unique portrait de lui en simple soldat besogneux vêtu d'un manteau bleu. C'est ce portrait qui passera à la postérité. Frédéric II est un souverain de son époque. C'est un fervent partisan des idées des Lumières, mais pas des droits individuels qui en découlent. Il a défendu la liberté religieuse, mais banni la liberté d'expression. S'il a amélioré les conditions d'existence de ses sujets, il les a aussi sacrifiés sans pitié sur les champs de bataille. Les Lumières ont éclairé la Prusse, mais en clair-obscur. Sa tombe de Sans Souci, qu'il a lui-même dessinée, résume parfaitement cette complexité. Il s'agit d'une simple dalle en pierre, à l'image d'un simple soldat, d'un homme raisonnable et pragmatique. Mais on y a gravé les mots « Frédéric le Grand ». De l'autre côté de l'Atlantique, un pays tout neuf va s'approprier les idées des Lumières d'une manière bien différente. Le protagoniste de ce qui sera une véritable révolution sociale est un jeune avocat et homme politique de Virginie, Thomas Jefferson. L'Amérique du XVIIIe siècle, dans laquelle grandit Jefferson, se compose de 13 colonies britanniques. Deux siècles plus tôt, des immigrants européens se sont installés au Nouveau Monde, avec pour certains des théories radicales dans leur bagage. Ils ont créé une économie rurale florissante, fondée sur l'exportation de blé et de tabac en Europe. L'Amérique est la terre de tous les possibles. Thomas Jefferson a hérité de son père une plantation en Virginie. Au cœur de la plantation, Monticello, une magnifique demeure dont Jefferson a lui-même dessiné les plans. Il s'est inspiré de l'architecture néoclassique, emblématique selon lui des Lumières, de la raison et de l'harmonie. Voici le vestibule de Monticello. En entrant dans cette pièce, on a un aperçu de l'esprit de Thomas Jefferson, un esprit délibérément éclairé. C'est une sorte de cabinet de curiosité. Jefferson a créé une sorte de scène où tout le monde peut venir partager la lumière qui inonde son univers. De ses voyages en Europe, il a rapporté 80 caisses remplies d'objets.
Vous avez ici la célèbre horloge dotée d'une technologie dernier cri, quintessence de la mécanique éclairée. Jefferson est extrêmement sensible à l'ingéniosité et à la précision du mécanisme. Cela correspond à l'idée qu'il se fait du mouvement du monde, dont la précision est régie par les lois de la nature. Appréhender le monde, et en quelque sorte l'imiter, tel était le grand projet des Lumières. Une fois qu'on avait compris le monde, on pouvait le perfectionner. Ses héros s'appelaient Bacon, Newton et Locke, le triumvirat qui a changé sa vision du monde. Locke s'est appuyé sur les fondements de la nouvelle science pour proposer une science de l'homme et une science de la politique qui ont déclenché la dynamique de l'ère Jefferson en Amérique. C'était la première grande occasion d'appliquer les principes fondamentaux des Lumières au sein même de la société. Les idées du philosophe britannique John Locke ont modelé de façon cruciale la pensée de Jefferson. Selon lui, chaque individu a des droits non pas acquis, mais innés. Parmi ces droits fondamentaux, le droit à la vie, à la liberté et à la propriété privée. En 1776, Thomas Jefferson a une occasion unique de mettre ses principes en pratique. Tout commence lorsque les colons américains se révoltent contre les nouvelles taxes imposées par les Britanniques. Bientôt, la révolte prend une tournure politique. Influencés par les Lumières européennes, Jefferson et ses camarades commencent à plaider en faveur de l'indépendance. Indignés par leur non-représentation à la Chambre des communes britanniques, les délégués des 13 colonies se réunissent en congrès en juillet 1776. Jefferson, âgé de 33 ans seulement, rédige une ébauche de la déclaration d'indépendance. Nous regardons comme des vérités évidentes par elles-mêmes que tous les hommes ont été créés égaux, qu'ils ont reçu de leur Créateur certains droits inaliénables, qu'au nombre de ces droits sont la vie, la liberté et la recherche du bonheur, que c'est pour assurer ces droits que les gouvernements ont été institués parmi les hommes et qu'ils ne tirent leur juste pouvoir que du consentement de ceux qui sont gouvernés. Cette formule forte dans la Déclaration d'indépendance, « tous les hommes ont été créés égaux », constitue les prémices fondamentales de la philosophie politique de Jefferson. On découvre une notion nouvelle d'autosouveraineté, stipulant que le pouvoir émane de l'individu et que des individus œuvrant ensemble peuvent créer une forme de gouvernement inédite et permettre à l'humanité de prospérer. Thomas Jefferson imagine son nouveau pays comme une communauté de citoyens libres. Reprenant une proposition de John Locke, il veut développer le concept de droit de propriété. John Locke a écrit sur la vie, la liberté et la propriété dans son second traité du gouvernement civil. Dans la Déclaration d'indépendance, Jefferson a repris les mêmes termes, mais en remplaçant propriété par bonheur. Le principe étant que, si vous possédez vos propres terres, vous ne subissez pas l'influence ou la volonté d'autrui. La propriété individuelle est donc un moyen d'assurer l'épanouissement de l'espèce humaine, préalable au droit au bonheur. C'est ce qu'on entend par recherche du bonheur. Comment ces droits à la vie, à la liberté et au bonheur seront-ils garantis? Quelle forme de gouvernement les colons choisiront-ils pour leur nouveau pays? Après avoir gagné la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne en 1783, ils s'attellent à rédiger une constitution. Le défi pour les rédacteurs de la Constitution a été de définir un nouveau régime qui préserverait la souveraineté du peuple.
C'était une savante alchimie entre la liberté et la loi. Ils décident de faire de leur pays une république, la première de l'histoire moderne. Il n'y aura ni roi ni empereur. L'Amérique sera dirigée par un président élu dont la résidence sera la Maison Blanche. Au Congrès siégeront des représentants de chacun des États de l'Union. La troisième branche du gouvernement sera la Cour suprême, composée des juges les plus expérimentés du pays. Jefferson entérine la séparation des pouvoirs destinée à éviter la mainmise d'un organe de l'État sur les autres. Un principe qui s'incarne dans la conception de la nouvelle capitale, Washington, qu'il supervise. Les trois pouvoirs étaient séparés sur les plans théoriques et pratiques, mais aussi géographiques, puisque situés dans différents endroits de la ville. On pouvait trouver dans le plan même de la ville tout l'esprit de la Constitution. Les différents pouvoirs se faisaient contrepoids et se contrôlaient mutuellement. Ce système politique très élaboré est la quintessence des Lumières. Parmi les grands monuments que compte Washington, se trouve celui élevé à la mémoire de Jefferson. En 1801, il deviendra le troisième président des États-Unis d'Amérique. Gravé sur les murs, la déclaration d'indépendance. En face du célèbre passage sur le droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, sont inscrits les nobles mots de Jefferson sur l'esclavage. Rien n'est plus clairement écrit dans le livre du destin. Il faut que ces hommes soient libres. Toutefois, une autre de ses convictions l'ancre irrémédiablement dans son temps. La seconde partie de sa phrase a été supprimée de la citation. Et il n'est pas moins certain que les deux races, également libres, ne sauraient vivre sous le même gouvernement. Ces préjugés contre les Noirs se manifestent on ne peut plus clairement à Monticello. Il n'y a qu'à regarder les pendules. Contrairement au cadran sophistiqué situé à l'intérieur de la maison, celui situé à l'extérieur n'a qu'une seule aiguille. C'est la pendule des esclaves. Monticello est une plantation esclavagiste. Monticello dépendait de l'esclavage. Au cours de sa vie, Jefferson a possédé jusqu'à 700 esclaves. À une certaine période, il y a eu 200 esclaves ici, qui effectuaient les travaux agricoles et construisaient la maison. C'était admis dans les mœurs. Jefferson a des esclaves et des préjugés. Il est intimement convaincu que les Noirs ne pourront jamais être les égaux des Blancs. Jefferson croyait que les Noirs étaient inférieurs parce qu'ils ne côtoyaient que ceux qui l'entouraient, qu'ils n'étaient pas instruits, qu'ils travaillaient dans les fermes et qu'ils, selon lui, ne montraient pas la moindre étincelle de curiosité intellectuelle, qualité qu'il réservait aux Blancs. Comment un homme qui a édicté les principes fondamentaux d'égalité et de liberté pouvait-il les refuser aux Noirs? À l'époque de Jefferson, un Américain sur 5 travaille comme esclave dans les vastes plantations aux mains de fermiers blancs qui considèrent cette main-d'œuvre comme leur propriété et qu'ils ont le droit de punir comme bon leur semble, voire de tuer en toute impunité. Lorsqu'il parlait de l'avenir, il disait que les Blancs n'abandonneraient jamais leurs préjugés à l'encontre des Noirs et que les Noirs ne pardonneraient jamais aux Blancs ce qu'ils leur avaient fait. Il était persuadé que l'émancipation des esclaves mènerait inévitablement au conflit.
Le conflit aura lieu 70 ans plus tard, lors de la sanglante guerre civile qui va déchirer l'Amérique. Il inaugurera la lutte de plusieurs générations d'Afro-Américains pour obtenir la pleine et entière citoyenneté. Vers la fin de sa vie, Jefferson fonde l'Université de Virginie pour incarner durablement ses idéaux et former des dirigeants éclairés pour la République. À son époque, l'université est réservée à l'élite blanche et masculine. À l'heure actuelle, des hommes et des femmes de toutes les couches sociales et de toutes couleurs de peau y obtiennent leur diplôme, comme l'ultime justification de l'opinion de Jefferson, selon laquelle l'éducation assurerait la pérennité de la République. Après la victoire de l'Amérique dans sa guerre d'indépendance, Jefferson se rend en France, ennemi héréditaire de la Grande-Bretagne, afin de récolter des fonds et des soutiens pour la jeune République. La France est alors un pays aux antipodes de son nouvel allié, gouverné par un roi despotique, Louis XVI, qui réside au château de Versailles. Indifférent aux idées des Lumières, il vit avec ses courtisans dans le luxe le plus ostentatoire. Versailles était le siège du gouvernement du royaume. 10 000 personnes vivaient au château. Le coût de l'intendance était phénoménal. La pièce dans laquelle nous nous trouvons nécessitait 800 bougies pour être éclairée le soir. L'entretien de la cour ponctionnait 5% des revenus annuels du roi, ce qui ne l'empêchait pas de posséder 3 autres châteaux presque aussi grands. Et en 1785, il en a acheté un autre pour son épouse. Vu l'état des finances, c'est une situation qui ne pouvait plus durer. L'aide financière consentie aux Américains grève encore plus le budget de l'État, mais flatte l'orgueil de la France. Ce tableau a été commandé par la Cour pour commémorer la défaite des Anglais en Amérique grâce à l'aide des Français. Les femmes de Versailles manifestent à leur manière leur soutien aux vainqueurs. Les femmes de la cour se faisaient faire ce genre de coiffure extravagante, d'où jaillissaient des navires, bien souvent des répliques de ceux que la marine française envoyait en Amérique. Mais malgré ces manifestations de soutien à la cause américaine, cette débauche de plumes et de navires ne soutenait pas la comparaison avec la tenue des ministres américains. Les révolutionnaires américains à Paris s'habillent sobrement et s'expriment avec clarté. Leurs valeurs finissent par gagner les intellectuels français. Les Français se sont entichés de Jefferson. Grâce à sa philosophie éclairée, il en est venu à incarner pour eux toutes les vertus de la nouvelle République d'Amérique. Au Palais Royal, au lieu des intellectuels parisiens, Jefferson rencontre régulièrement cet homme, le marquis de Condorcet, un mathématicien, ardent partisan des doctrines des Lumières. Il jouera un rôle de premier plan dans les événements tumultueux qui vont avoir lieu en France. Il est convaincu que les sciences morales et politiques doivent être conçues dans un même esprit de révolution scientifique. Et sa particularité, c'est qu'il comprend que l'une question fondamentale, c'est le rôle des mathématiques dans cette affaire. Condorcet fréquente assidûment le restaurant Le Procope, en compagnie d'autres penseurs des Lumières comme Voltaire et Diderot.
Il croit qu'il est possible de réformer la monarchie de l'intérieur et que les lois mathématiques peuvent contribuer à créer une société plus juste. Selon lui, le simple fait de réserver une table au restaurant relève de la théorie de la probabilité. Alors, un restaurateur prend des réservations, il sait que beaucoup de réservations arriveront et un petit peu moins de gens viendront. Qui va consister à prendre un peu trop, à faire du surbooking, comme on dit aujourd'hui, en son temps, qui est le calcul des probabilités. S'appuyant sur cette théorie, Condorcet estime que plus le nombre de personnes impliquées dans une décision est important, meilleure sera cette décision. Cette apologie d'un gouvernement représentatif est une attaque directe contre la monarchie absolue. La jeune aristocratie française considère que non, il n'est pas possible de transformer ce pays par en haut, il faut le faire par en bas, par l'opinion publique, par la diffusion des idées, etc. Les habitués du Procope sentent la colère gronder dans les rues de Paris. Aux archives nationales, un document témoigne du mécontentement du peuple face à l'impéritie de Louis XVI. Les caisses étaient vides. Le roi savait qu'il devait obtenir la coopération de ses sujets pour changer les choses. Mais pour cela, il fallait organiser une consultation populaire et recueillir leurs griefs sous forme de cahiers de doléances. Vous en avez un exemplaire ici, où sont soulevées toutes sortes de questions par le peuple de Paris. 50 000 cahiers ont été rédigés dans tout le pays. Le roi n'en demandait pas tant. Il croule sous plusieurs volumes de doléances, de plaintes et de demandes qu'il ne peut ou ne veut pas satisfaire pour la plupart. Ce qui, à l'origine, était une simple consultation en vue de lever plus d'impôts, se retourne dangereusement contre lui. L'éventail des doléances est très large, mais la plus importante est l'attente d'une constitution assurant l'égalité devant l'impôt et la diminution des privilèges de la noblesse. En refusant d'instituer la réforme constitutionnelle que Condorcet appelle de ses vœux et de modifier le code de l'impôt, le roi nie la souffrance de son peuple et pousse sa patience à bout. Le 14 juillet 1789, à Paris, la population descend dans la rue, prend la prison royale de la Bastille et relâche les détenus. La révolution est en marche. Condorcet s'en félicite, tout en craignant que ses concitoyens, dénués de toute culture politique, ne se laissent dépasser par leur frustration et conduisent la France au bord de l'anarchie. Il commence à rédiger des articles et fait distribuer des bulletins dans la rue. Il croit qu'avec la bonne information et les bonnes idées, la modération triomphera. C'est pour ça qu'il va passer, dès que la liberté de la presse va être accordée, beaucoup de temps à publier tous les jours des articles dans la presse pour informer ceux qui vont agir, ceux qui participeront à tous ces mouvements révolutionnaires, pour comprendre comment agir politiquement selon la raison. Il va créer un journal d'instruction sociale, c'est un journal de la Société de 1789, pour former politiquement les citoyens au cours même du processus révolutionnaire. Donc ces ouvrages serviront dans son esprit à éviter que le citoyen se trompe dans son jugement politique. Condorcet profite de l'assouplissement de la censure en France. Pour la première fois, on peut écrire et publier ce qu'on veut.
Et il faut bien dire que c'est une expérience nouvelle pour l'humanité que de découvrir une période révolutionnaire avec la liberté de ce qu'on appelle aujourd'hui l'information. Mais il sait que l'information seule ne suffit pas. Le peuple a besoin d'un projet établissant ses droits fondamentaux comme en Amérique. Une déclaration des droits et des libertés de chaque citoyen qui serait le socle d'un nouveau système social. Il entreprend sa rédaction et sa publication. Ce projet, il l'écrit comme un savant, c'est-à-dire de manière très analytique. Les principes sont posés très clairement. Cette déclaration des droits, ces principes qui sont exposés ici en 5 points, à la sûreté de la personne, à la liberté de la personne, à la sûreté des biens, à la liberté des biens, à l'égalité naturelle, tels sont les droits naturels pour Condorcet. Ces principes élémentaires seront insérés dans un texte encore plus célèbre. Un texte si précieux qu'il est conservé derrière 6 portes verrouillées. Un texte rédigé à la demande des représentants du peuple à l'Assemblée des États généraux. Leurs idées y sont énoncées en termes simples mais éloquents. Les espoirs et les rêves des Lumières sont enfin inscrits dans la loi. Il s'agit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le texte fondateur de la Révolution française. Elle a été inspirée par Thomas Jefferson, l'auteur de la Déclaration d'indépendance, qui a apporté son expertise à la rédaction du document. Ce texte doit servir de préambule à la nouvelle constitution de la France. Il garantit 2 choses. La liberté et l'égalité. Liberté, c'est-à-dire pas d'impôt sans représentativité, création d'un gouvernement représentatif, liberté d'opinion et d'expression. Égalité, c'est-à-dire égalité des droits, égalité devant la loi, égalité des chances, égalité devant l'impôt. Ce sont des principes fondamentaux légués par les Lumières qui seront repris dans toutes les futures déclarations des droits de l'homme. La déclaration est un condensé d'un siècle de pensée éclairée. Elle dit aux hommes et aux femmes qu'ils ont des droits naturels, qu'ils naissent libres et égaux et que nul ne peut prétendre le contraire. Enhardie par la déclaration et déçue par l'inertie du roi, la population décide de passer une nouvelle fois à l'action. Durant l'été 1789, le peuple de Paris perd confiance en Louis XVI. Il ne se sent plus du tout soutenu par le roi. Début octobre, les Parisiennes marchent sur Versailles. Le roi et la reine sont faits prisonniers et contraints à rentrer à Paris avec elle. Le peuple tient le roi à sa merci. Mais que faire de lui? La question suscite un débat enflammé. Pour certains révolutionnaires, l'emprisonnement ne suffit pas. Ils réclament sa tête. Condorcet, récemment élu vice-président de l'Assemblée législative, va devoir statuer sur le sort du roi. Quand l'Assemblée juge le roi, il vote pour la culpabilité du roi. Pour lui, il n'y a pas de doute, le roi a trahi, il est coupable, mais il vote contre l'application de la peine de mort. Il considère qu'il faut appliquer la peine la plus dure que le code pénal ait prévue, sauf la peine de mort, parce que, dit-il, il est contre le principe. Cette position assez sophistiquée dans le contexte politique de l'époque n'a pas été très bien comprise ni par les monarchistes, ni par les révolutionnaires.
Pour le mathématicien qu'est Condorcet, la culpabilité ne peut être établie à 100%. Inévitablement, la peine de mort est parfois appliquée à des innocents et est par conséquent injuste. Condorcet vote contre la mort du roi en se fondant sur la logique, mais il est mis en minorité et les députés de l'Assemblée décident d'exécuter le roi. Louis XVI sera une des premières victimes de la guillotine. Cet instrument restera en usage jusqu'en 1977. Il était réputé indolore et plus rapide qu'aucune autre méthode. L'exécution du roi satisfait la majorité, mais à la faveur de la vacance du pouvoir, différentes factions ne tardent pas à se dresser les unes contre les autres. Des milliers de personnes sont arrêtées et exécutées sous la terreur, qui plonge le pays dans un bain de sang. Les pires craintes de Condorcet, le chaos et l'anarchie, se concrétisent. Dans les 12 mois qui suivent, environ 16 000 condamnations à mort sont prononcées. La grande majorité des personnes exécutées sont des gens ordinaires, qui ont commis un délit, ou qui ont été dénoncés par des ennemis pour des faits remontant parfois à plusieurs années. On a ainsi pu dire que la terreur était un régime de vengeance généralisée. Bientôt, Condorcet se retrouve à son tour sur la sellette. En 1794, il est démis de ses fonctions pour s'être opposé à l'exécution du roi. Un décret d'arrestation est rendu contre lui. Il se cache ici, dans une minuscule chambre de bonne d'un immeuble parisien. Ici même, dans ces pièces, Condorcet a vécu les derniers mois de sa vie, dans une période d'anxiété très grande. Il craignait d'être arrêté, il était proscrit, il craignait aussi pour la vie de sa femme, de sa fille. D'ailleurs, il s'est entendu avec sa femme pour divorcer, de telle sorte qu'elle soit protégée, parce qu'elle risquait d'être arrêtée elle-même du fait qu'il était lui-même proscrit. Au beau milieu de la terreur qui consume la société française, Condorcet rédige un ouvrage testament qui confirme sa foi dans les idées des Lumières. Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. C'est un ouvrage prouvé définitivement dans son esprit que l'humanité, donc seule sur Terre, gagne en perfectibilité, malgré des hauts, malgré des bas, malgré des ennemis, malgré des difficultés, mais accumule parce qu'il y a l'imprimerie, parce qu'il y a les scientifiques, parce qu'il y a l'activité morale qui se développe, le progrès s'accumule et il veut le démontrer. On peut y lire cette phrase. Il arrivera donc, ce moment où le soleil n'éclairera plus sur la terre que des hommes libres, ne reconnaissant d'autres maîtres que leur raison. Condorcet, dont les écrits influenceront la philosophie de l'histoire de Hegel, est arrêté. Il mourra en prison dans des circonstances mystérieuses. On ne retrouvera jamais son corps. 2 siècles après la Révolution française, le tombeau vide de Condorcet se trouve désormais au Panthéon, où sont inhumées les grandes personnalités françaises. Condorcet voulait que la société change en profondeur sous l'influence bienveillante des Lumières. Et cela de façon rationnelle et scientifique. Dans les tourments de la Révolution, la raison et la logique ont été balayées. Il l'a payé de sa vie. Mais sa vision de l'égalité, de la justice et du pouvoir de la connaissance s'est perpétuée. Les Lumières ont en grande partie façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Gouvernement représentatif, liberté, égalité, droits de l'homme. Des concepts hérités de la philosophie des Lumières que des hommes et des femmes essaient d'imposer partout. L'importance de l'éducation, désormais largement reconnue, garantit à chaque enfant le droit de découvrir le monde par lui-même. Les Lumières nous ont également transmis la foi dans le progrès social à travers le partage des connaissances. Aujourd'hui, ces idées et même certaines découvertes scientifiques sont mises en péril par un regain de l'intégrisme religieux et des superstitions d'un autre âge. En initiant les enfants aux avancées des Lumières, nous contribuerons à préserver et développer son héritage. Chaque nouvelle génération incarne notre espoir pour l'avenir. Autre temps, autre latitude. La semaine prochaine, nous entamerons une série découverte consacrée au peuple des océans et réalisée par Jacques Perrin et Jacques Cluzot.